tout le monde. Avant de commencer, je voudrais solliciter votre indulgence parce que pour les raisons que vous savez, il peut arriver que je tousse un peu pendant que je parle. Et soyez donc indulgents à mon égard. Monsieur le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Messieurs les anciens ministres des Maliens de l'extérieur, on a ajouté cette fois-ci établi, parce qu'il y a des Maliens qui ne sont pas à l'extérieur, en réalité, ils sont au Mali, mais chaque fois qu'il y a des enjeux, ils disent qu'ils sont à l'extérieur. Nous avons mis maintenant les Maliens établis pour être sûr qu'il n'y aura pas de confusion possible. Et ça facilitait le travail au ministre dans une certaine mesure. Il y avait des polémiques autour de lui. Maintenant, il leur montre son appellation. Et le débat est clos. Je voudrais donc saluer les anciens ministres et féliciter le ministre de les avoir invités. Vous savez, dans notre pays, on a une tradition qu'on va changer au fur et à mesure. C'est que chaque fois qu'une nouvelle équipe vient, elle donne l'impression que personne n'a travaillé avant elle. On recommence, les chefs sont contents, on leur fait croire que c'est eux qui ont inventé le monde. Alors qu'en réalité, une nation se construit sur la durée, comme une maison, brique par brique. Donc chaque ministre et son équipe, chaque gouvernement laisse ses briques. Peut-être qu'on peut se dire que les briques ne sont pas suffisantes ou elles sont mal posées, mais en tout cas, il a posé ses briques. C'est sur ces briques, en réalité, que les nouveaux grands vizirs qui dirigent le pays, qui ont tout inventé, c'est sur ces briques, en réalité, qui se basent pour aller de l'avant. Je voudrais donc féliciter le ministre d'avoir invité les anciens ministres et les remercier d'avoir accepté d'être là, à côté de nous. Parce que ce que nous voulons faire maintenant, nous voulons que tous les Maliens s'y reconnaissent. Et que chacun comprenne que tous les ministres qui ont passé à ce département ont laissé leurs briques. Et aujourd'hui, le débat qui va se faire, certainement tiendra beaucoup compte de leurs observations. Parce que souvent, c'est quand on sort du gouvernement qu'on voit beaucoup de choses. Dans le fait de l'action, là, il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Mais quand vous êtes dehors, vous regardez mieux. Donc, je suis certain que leur contribution va être de qualité pour que nous ayons un document transversal, holistique, aussi bien sur le plan actuel qu'historique et du futur pour les Maliens. Parce que l'équipe qui est là, c'est vrai, c'est toujours bien d'entendre quand on parle bien de vous, mais en réalité, on est de passage. D'autres vont venir. Notre souhait, c'est qu'ils trouvent un bon document que nous les avons laissé. Et c'est pour cela que je dis à tous les ministres, il ne faut jamais oublier l'avenir de notre pays et les anciens ministres, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi je suis très content aujourd'hui que le ministre ait invité les anciens ministres et qu'ils aient accepté de venir. Quelle que soit par ailleurs leur orientation politique, on travaille pour le Mali.
les hommes passent, les partis passent, mais les Maliens restent. Le Mali reste. Madame le gouverneur de la région de Sikasso, à laquelle, à la suite de Dagamaïssa, je voudrais confirmer la satisfaction entière de toute la délégation pour elle et ses collaborateurs, tous les travailleurs au nom de l'État, les préfets, les sous-préfets, les populations, les maires, pour l'accueil chaleureux. Vous savez, ce matin, je n'ai même pas pris le petit déjeuner parce que le gouverneur a amené Michui après 22 heures. Comme je n'ai pas l'habitude de manger le soir, et quand vous montez la viande à quelqu'un du Nord, vous pouvez être sûr que vous pouvez le prendre vite. Alors, le protocole a fait beaucoup de diplomatie pour me dire d'attendre le matin. J'ai dit non, je ne peux pas laisser cette viande-là partir comme ça. Donc je me suis tellement bien servi que ce matin j'ai dit au cuisinier merci pour le petit déjeuner. J'ai tellement bien mangé hier soir. Et ça c'est pour vous détendre. Mais en réalité ils ont fait beaucoup pour que la délégation soit effectivement dans de bonnes conditions. Je voudrais donc remercier Madame le gouverneur pour cela. Monsieur le président du conseil régional de Sikasso, monsieur le maire de la commune urbaine de Sikasso, monsieur le représentant de l'Organisation internationale pour les migrations au Mali, mesdames et messieurs les chefs des services régionaux et subrégionaux. Vous savez, les ministres parlent suivant les orientations politiques, mais en réalité, le travail technique pour faire avancer le pays, ce sont les techniciens. Seulement, je rappelle à beaucoup qu'être un conseiller, c'est de conseiller, ce n'est pas de manipuler. Parce que quand on vient ministre, souvent on ne connaît pas le domaine, vous trouvez des vieux de la boîte qui essaient de vous orienter. Alors qu'en réalité, je rappelle à tous mes conseillers que le rôle d'un conseiller, c'est de conseiller utilement au ministre. C'est lui qui va décider en fonction de la ligne politique du gouvernement qu'il a choisi. Mais la tradition chez nous, c'est que certains techniciens essaient de vous amener là où ils veulent. Et comme généralement on vient nouveau, on ne comprend pas beaucoup, vous bougez la tête, monsieur le ministre, et vous êtes d'accord avec tout. Plus tard, c'est 6 mois ou 1 an après que vous vous rendez compte qu'il faut redoubler de vigilance. Je voudrais donc féliciter malgré tout les techniciens, parce que tout ce que nous faisons, c'est eux qui font les fourmis à la base. Et souvent leur travail est négligé. Bon, ça leur plaît bien parce qu'ils sont derrière le rideau. Les gouvernements changent, mais ils sont là. Ça les arrange qu'on ne parle pas beaucoup d'eux. Mais je voudrais les saluer. Parce que tout ce qu'on fait, ça vient du travail technique qu'ils font. Mesdames et messieurs les représentants des légitimités coutumières religieuses de Sikasso, mesdames et messieurs les organisations de la société civile. Vous savez, à propos des autorités coutumières, depuis l'indépendance, depuis 1958, ils courent derrière un statut spécial. Les gouvernements, peut-être en fonction de la réalité politique du moment, parce que pour juger un gouvernement, il faut toujours se placer dans les circonstances politiques et historiques. Sinon, c'est très facile de dire, ah, Yaka, ils avaient qu'à faire ceci et cela. Donc, je ne sais pas pour quelle raison. Je comprends, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Les chefs traditionnels courent derrière leur statut. J'allais dire leur statut particulier. Et quand le gouvernement de la rectification de la trajectoire de la transition s'est installé, nous nous sommes fixés, parmi plusieurs autres objectifs, la restauration de l'autorité, du crédit, de la notoriété des chefs traditionnels chez nous.
je voudrais les saluer ici. Il y a eu beaucoup de polémiques entre les intellectuels. Il y a d'autres qui ont dit qu'il ne fallait pas le faire parce que les chefs traditionnels, certains ont collaboré avec les colons. Je dis, mais ça c'est une partie de la vérité. Et c'est ce que les Européens font souvent. On nous enseigne une partie de la vérité, mais on cache d'autres. Mais qui a dit plutôt la mort que la honte? Saya Kafsani Maloye. Ce n'est pas un chef traditionnel, c'est nous faut ici. Nous sommes tous fiers de ça. Mais pourquoi on oublie ces hommes-là? Qui a été déporté en 1898? Ce n'est pas Cheikh Moutal, il a été déporté. Samori a été déporté. Le père du shérif de Nyoro, Cheikh Maoula, il a été déporté en 1941. Mais c'était des chefs traditionnels. Quand les rapports des forces ont imposé le colonisateur, ben, il y a d'autres pour survivre ont collaboré. Bon, il est vrai qu'il y a eu des débats politiques vers l'indépendance, mais ça ne suffit pas pour jeter l'opprobre sur tout le monde. Et d'ailleurs, même ceux qu'on appelle ceux qui ont collaboré, mais ils ont sauvé beaucoup de vies humaines. Parce que quand les rapports de force ne sont pas égaux, les militaires le savent, ils font des replis. Bon, au Mali, on les appelait stratégiques, mais on était découragés après. Mais l'armée ne recule plus, mais il n'y a plus de repli maintenant. Ni stratégique, ni tactique. L'armée avance jusqu'à Gelok qu'il a pris hier. Comme je dis, il y a Monebo Anna. C'est pourquoi Nebeto a fouillé Monebo Deum. Tous les hommes de terrain, tous ceux qui ont cru au moment où peu de gens croyaient. Je les appelle les Monébodens. Certains pensaient que c'est une apologie des militaires, que le Premier ministre fait l'apologie des pouvoirs militaires. Ce n'est pas ça. C'est que quand un citoyen travaille, il faut reconnaître ses mérites pendant qu'il est vivant. Chez nous, on attend que les gens meurent d'abord, après on donne des médailles. Nos militaires, nos hommes de troupes, nos chefs militaires, notre ministre de la Défense, les chefs suprêmes des armées, Ouye Monebo Anna. C'est pourquoi j'ai dit que Monebo Deum. Donc, les légitimés traditionnels de Sikasso, je voudrais les saluer de façon particulière. Et je suis heureux d'appartenir à une équipe qui a restauré cette reconnaissance nationale, que nous avons d'ailleurs constitutionnalisée maintenant. Ça veut dire que c'est tous les Maliens, parce qu'une fois que la Constitution a approuvé, c'est au nom de tout le monde. Je voudrais donc les saluer. Mesdames, Messieurs les élus locaux, Mesdames et Messieurs les experts et distingués invités, je voudrais tout d'abord transmettre aux braves populations de Sikasso les chaleureuses et fraternelles salutations de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui m'a dépêché ici ce matin. Vous savez, actuellement, on est sur plusieurs fronts. Nous avons décidé qu'à la fin de la transition, le pays atteigne un point de non-retour sur l'ensemble des principales revendications. Il faut que les populations sentent qu'on travaille pour elles. Pour lui recasser qu'à faux, à la fin de la transition, quel que soit leur bord politique, qu'ils se disent à la vérité, ces hommes et ces femmes de la transition ont fait de leur mieux. Personne ne peut pas tout faire. Hier, j'ai présidé 3 cérémonies avant de prendre la route ici. Parce que la question migratoire est essentielle pour notre pays. C'est une question hautement politique. Et c'est pourquoi le président qui a voulu lui-même présider s'est retrouvé lui aussi dans une autre cérémonie ce matin, les États généraux de la jeunesse. Et donc, nous avons partagé le rôle. Il m'a demandé donc de le représenter ici. Et je voudrais vous dire, mesdames et messieurs,
que sous l'impulsion du président Goïta, le gouvernement est très sensible à tout ce qui touche la vie des Maliens, à la restauration de leur honneur et de leur dignité. Souvent, il nous rappelle, tout militaire qu'il est, parce qu'on pense qu'ils n'ont que leur tenue là, ils font peur aux gens. Je cherche souvent certains ministres qui ont des militaires à côté. Je dis, il faut avoir du courage, il ne vont rien te faire. Surtout quand il a un militaire devant, il regarde à gauche, à droite, et devant, il ne voit que des militaires. Je dis, prends ton courage, dis ce que tu veux, ils ne vont rien faire. Alors, c'est pour détendre un peu l'atmosphère. Donc, tout militaire qu'il est, il nous rappelle souvent que la transition a son centre de gravité chez le peuple. Le peuple, c'est le centre de gravité du pouvoir de la transition. Aussi longtemps que la majorité des Maliens aura l'impression que le gouvernement n'est pas là pour lui, l'armée aura pris tout le pays. Ça ne va pas loin. Il faut donc s'occuper des intérêts de tous les citoyens et aussi faire en sorte que l'impunité cesse. Bon, ça c'est relatif. Parce que certains pensent qu'on cesse l'impunité, ça veut dire que tu peux aller insulter le président, père et mère, tu peux faire ce que tu veux. Il y a des gens souvent qui confondent la démocratie au désordre. La démocratie ne peut pas donner droit à un ou à un groupe de citoyens de se réunir, de comploter pour discréditer, renverser les institutions. Ça, ce n'est pas la démocratie, ça, c'est le désordre. Ça ne contribue pas à un pays en général. Ça profite toujours aux gens les moins vertueux. Les gens qui travaillent, les gens sérieux, les gens honnêtes, ils ont des scrupules. Mais vous allez trouver des gens effrontés, violents, qui menacent tout le monde. Et les gens vertueux se taisent. Mais eux, ils ne travaillent pas. Il faut donc protéger ceux qui travaillent, protéger notre État contre toute entreprise de déstabilisation. Et ça, il faut que les citoyens accompagnent le gouvernement. Je dis donc le président, le gouvernement, le Conseil national de transition, toutes les autorités de la transition restent viscéralement attachées aux intérêts, à l'honneur et à la dignité de tous les Maliens, notamment ceux qu'on considère comme étant les plus faibles, qui sont les plus nombreux. La situation des couches vulnérables est au cœur de notre politique. C'est notamment le cas des migrants que nous sommes venus célébrer ici à Sikasso, en ce jour mémorable de la Journée internationale des migrants, édition 2023. Avant d'aller plus loin dans mes propos, mesdames et messieurs, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des autorités régionales de Sikasso qui nous ont accueillis dans la pure tradition du Kénédougou. Je voudrais remercier tout particulièrement la grande mobilisation que nous avons vue hier. Depuis l'entrée de Sikasso, nous avons vu des jeunes, des femmes, des populations nombreuses massées au bord de la route. Vous savez ce que j'ai dit à mon garde? J'ai dit, vous savez, tous les hommes de pouvoir, c'est ça qui leur tourne la tête. Quand ils voient ce monde-là, ils croient qu'ils sont les plus beaux, les meilleurs. Jusqu'au jour où ils se rendent compte, dja, on était en train de leur tourner la tête. Et en ce moment, on dit le roi est mort, vive le roi. Moi, ma tête ne va pas tourner. Ils voient ce monde, ils sont très contents. Il faut travailler pour eux. Si jamais ce monde-là vous tourne la tête, croire que vous êtes venus
de chez Dieu, vous êtes les plus populaires, vous n'avez rien compris. Moi, je suis venu du village. J'ai vu tous les présidents et les hommes de pouvoir passer au Mali. On les a accueillis de la même manière. Le jour où les populations ne voulaient pas d'elles, parce que c'était oublié que c'est eux qui sont au service des populations et non pas l'inverse. Elles te disent bye bye. Au début, ils vont te dire Ambe ça ils n'ont fait. Mais ni ça yanana était mochi de. Donc, Ikiga Barake, Ibe Mogo Ladje, Ibe Nisodia, mais il ne faut pas oublier ton travail. Ça y a kananade. Ibe Barake pour que ça y a kanamachi soro. Note nanana. Tu vas regarder à côté de toi la machine sorode. Il vaut mieux travailler. Donc c'est pour vous détendre. Vraiment, j'ai vu ce monde. J'ai dit que ça c'est de l'espoir. En réalité, chaque fois que les populations font ça, c'est parce qu'ils espèrent. Il ne faut pas croire que c'est parce que vous êtes populaire plus que les autres. Il faut vous dire que ça c'est l'espoir. Et travailler pour ne pas décevoir cet espoir et pouvoir partir la tête haute. Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de partir la tête baissée. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Mesdames et messieurs, je voudrais enfin féliciter le ministre des Maliens établi à l'extérieur, ses collaborateurs et l'ensemble des acteurs locaux de la bonne organisation de la présente journée du migrant ici à Sikasso. Je l'ai déjà fait, mais j'insiste là-dessus. Je l'ai particulièrement félicité lorsque, quand j'étais un coup d'œil dans la salle, j'ai vu les anciens ministres. Je lui ai dit, tu as fait œuvre utile. C'est exactement ça notre ligne d'aujourd'hui. C'est que tous les Maliens doivent se reconnaître dans la transition qui est en train de se passer. Mesdames et messieurs, la journée internationale des migrants a été proclamée par l'ONU le 4 décembre 2000. Elle commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 18 décembre 1990. Cette date 18 décembre est célébrée chaque année dans les États membres de l'ONU et offre l'occasion de jeter un regard critique sur la situation des migrants dans le monde. En effet, elle offre également l'occasion d'évaluer la mise en œuvre de la Convention dédiée aux migrants et aux membres de leur famille. De nos jours, seule une quarantaine d'États, majoritairement des pays d'origine des migrants, ont ratifié cette convention. Nous appelons les autres pays, notamment les nations développées, à se joindre à l'action en faveur de cette convention. Car comme l'ont démontré les chiffres présentés par le représentant de l'OIM, la migration est une réalité mondiale incontournable. Souvent, les dirigeants perdent le sens de l'histoire. Les nations qu'on considère étant les plus fortes aujourd'hui, c'est des nations d'immigration. Donc l'immigration, comme l'a si bien dit dans sa dernière intervention le ministre des Maliens établi à l'extérieur, l'immigration, nous devons vivre avec. C'est une opportunité si c'est bien géré. Maintenant, si on veut la transformer en problème, c'est qu'on veut résoudre juste les problèmes du moment. Il faut avoir le sens de l'histoire sur certaines questions. Le sens de la géographie, du moment où on est, où est-ce qu'on veut aller. Le Mali est un pays d'immigration et d'émigration. Le Mali, c'est un pays qui se trouve à la croisée des chemins. Le Mali a entre 2 et 4 millions de citoyens à l'extérieur. Donc l'avenir de notre pays, c'est aussi
dans la bonne gestion de l'immigration. Mesdames et messieurs, la migration devient pour tout le monde, que l'on veut ou non, une réalité incontournable. Les océans, les barrières ne serviront à rien. Il y aura juste des victimes, mais ça ne résoudra pas le problème. Dans un monde interdépendant, confronté à des crises majeures telles que le changement climatique, le thème de la présente édition, à savoir mobilité humaine et changement climatique, met en exergue le lien étroit entre la migration, l'atténuation et l'adaptation aux effets du changement climatique. Au lendemain de la COP28, il ne pouvait y avoir choix aussi judicieux que de maintenir au cœur de l'agenda international la problématique migration et changement climatique. En outre, ce thème cadre parfaitement avec les priorités et orientations stratégiques du gouvernement du Mali sur les enjeux migratoires. En effet, est-il besoin de rappeler que les grandes sécheresses des années 70 et 80 dans notre pays ont provoqué des déplacements massifs des populations rurales vers les centres urbains à la recherche des mieux vivre. À la faveur des exodes successifs, certaines populations rurales et nomades se sont sédentarisées dans les villes. D'autres se sont déportés plus loin, hors des frontières nationales, à la recherche de meilleures conditions de vie et de travail. Lorsque récemment, nous avons reçu une délégation du Niger conduite par le Premier ministre, je lui ai dit que moi je suis nigérien aussi dans une certaine mesure. Il dit mais comment? Il dit mais j'ai fait le Garibou à Yerou pendant 1 an, en 1971. Il me dit mais comment? Il dit la sécheresse avait décimé près de 80% du cheptel. À perte de vue, on voyait les animaux qui mouraient. On partait enlever le foie et le cœur et puis on laisse le reste. Les populations mouraient. Les militaires du Mali avaient mis un véritable pont aérien. C'est ceux qui ne comprennent pas, qui s'attardent sur les petits effets secondaires en disant oui, certains ont fait des villas. Mais je vous jure qu'en ce moment, c'était une véritable opération de guerre que l'armée a menée. Des ponts aériens, parce qu'il n'y avait pas de route séparée Gao. Le bateau faisait des semaines et les populations mouraient. Les avions ne faisaient que descendre, repartir tous les jours. On dirait que le Mali était en guerre. Effectivement, il était en guerre. Beaucoup de jeunes ont oublié cette période-là. D'autres sont partis. Moi, je suis parti à pied au Niger. En voulant aller à l'exil, je me suis retrouvé dans le marché de Ayerou, où j'ai fait 1 an avec Baragnini Laya. Au lieu d'aller plus loin, quand j'ai vu le marché là, j'ai fait 1 an là-dedans en train de tourner. Et puis en fin d'année, j'ai regardé mon sort. Il y avait des gens qui m'employaient. Je partais vendre les froufrous le matin. Le jour, je partais vendre leur djinjimbere. Le soir, je lavais les habits des enfants. Et puis, ils me donnaient à manger le soir. Ils ne payaient rien. Mais après 1 an, je n'avais rien. J'ai dit, mais ça là, tu n'es pas allé loin. Et puis, avec les petits sous que j'avais, je suis allé au marché, j'ai payé un panier en percale de 3 mètres pour ma grand-mère, qui m'aimait beaucoup. J'ai mis dans un petit sac et puis j'ai remarché à pied pour revenir chez moi parce que décidément je n'étais pas bien pour cette affaire-là. Parce que tous nos parents partaient au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, mais moi je me suis retrouvé dans le marché de Ayerou pendant 1 an, sans rien en poche. J'ai marché pour revenir. Et j'ai décidé qu'au lieu d'aller à l'immigration, il faut aller étudier. J'ai repris l'école de nouveau en 72. Et le maître, pour montrer qu'il est un bon pédagogue, il m'a remis en 8e, alors que j'avais déjà passé la 8e.
aïe monnaie bonnet là, mais je lui ai dit que ni monnaie imbabo. Parce que depuis ce jour-là, j'ai coupé des relations avec tout le monde. Je ne faisais que travailler. Je partais réveiller les maîtres à la maison pour mes exercices. Et la suite, vous la connaissez. J'ai recherché chacun de ces maîtres. J'ai dit à un des maîtres là, racontez-moi un peu comment j'étais dans l'enfance. Pourquoi vous me donnez souvent 5 francs pour aller acheter de l'arachide, 10 francs. Il me dit qu'il a eu une prise de conscience. Parce qu'un jour, pendant qu'on était en récréation, les maîtres étaient ensemble. Il voyait un petit granguelé là qui était en train de, avec un groupe là, il est en train de leur expliquer quelque chose. Tout le monde l'écoutait religieusement. Après, il a appelé un des enfants là. Il dit, mais qu'est-ce que ce monsieur-là, ce jeune villageois là, est en train de vous expliquer? Le monsieur lui dit que ce jeune-là nous a dit que si les maîtres savaient les efforts que nous faisions pour venir à l'école, on marchait 12-15 km pour venir. Aller 30 km par jour. Souvent, on n'avait rien à manger. Or, les enseignants étaient très sévères. Ce n'est pas maintenant où les élèves menacent les professeurs. En ce temps-là, c'est les professeurs qui menaçaient les enfants. Donc, le monsieur lui a dit que ce jeune villageois nous disait que si les maîtres là savaient tous les efforts que nous faisons pour pouvoir suivre les cours, ils allaient être moins sévères avec nous. Parce que souvent, on n'avait même pas mangé. On faisait la journée comme ça. Récemment, j'ai un de mes enfants qui m'a demandé comment on peut faire une journée sans manger. J'ai dit, tu es arrivé au bon moment. Sinon, à notre temps, là, tu peux faire plusieurs jours, on te donne de l'eau pour te bourrer le ventre. Alors donc, il dit que donc lui, il a une prise de conscience. Il a réuni les professeurs après. Il leur a dit, vous savez, il faut qu'on apprenne chez nos enfants là. Que l'un des enfants là lui a expliqué que le monsieur qu'il était en train d'écouter, en train de leur expliquer sa situation et la situation de beaucoup d'entre eux. Que les maîtres étaient très sévères avec eux pour rien. On les frappait, souvent ils prennent des minutes de retard, ils ne rentrent pas en classe. Et il me dit que depuis ce jour-là, il y a eu une prise de conscience à l'école. Ils ont commencé à être plus indulgents avec les élèves. Comme je dis, la suite, vous la connaissez. Il a dit, mais monsieur, écrivez un livre sur ça. Parce que les enfants d'aujourd'hui ne le connaissent pas. Si vous vous écrivez, ce serait bien pour notre pays. Parce que chez nous, on oublie l'histoire. Or, la force d'une nation, c'est la mémoire. Chez nous, il n'y en a pas. Quelque chose arrive, ça passe comme ça. Vous savez, en Asie, dans les pays développés asiatiques, pendant les cours, avant ou après, on montre des films documentaires où il y a leurs ancêtres, comment ils avaient travaillé dur, maigres, ils n'avaient même pas à manger pour que leur pays soit là où il est aujourd'hui. Parce que les enfants oublient tout. Mais les anciens leur montrent comment leur pays était sous-développé avant. Chez nous, on oublie très vite l'histoire. Et j'ai donc dit aux professeurs, mais écrivez vos mémoires, vous qui avez enseigné dans le Grand Nord là. Et pour vous détendre encore, un jour, un de mes enfants qui s'est hasardé a demandé à sa mère, est-ce que démissionne de Drouni là? Bon, sa mère, elle sait comment je suis sévère avec eux. Un jour, elle me l'a lâché. Quand j'ai su ça, j'ai appelé mon garde. J'ai dit, ce garçon-là, chaque samedi matin, il va amener Abedou Drouni là. Vous partez au Raïda. Après Raïda, vous allez au Boulkan Soumougou. Non, non, non. À Raïda, vous changez de voiture. Vous allez au
tous les itinéraires que son père avait fait là, à Baké-Dourni là. Naounana, il revient vers 14h, il me dit que papa, vraiment, je suis fatigué. Vraiment, né à femme aussi ça. Ils ont fait 6 mois là-dedans. Après, il a compris. Lui, il va son père maintenant, son père est un patron, on l'amène en voiture à l'école, on le ramène. Et il va jusqu'à demander une démission de Dourni là. Et dit, mais, quand il a fait ces 6 mois là, il m'a dit qu'il a tout compris. C'est lui qui me dit que comment on peut faire la journée sans manger. J'ai dit à sa mère un jour, il faut faire une journée à la dame. Elle dit qu'elle ne peut pas faire ça. Il est venu pleurer. J'ai dit, bon, tu as eu la chance. Si tu étais avec moi là, j'allais te sévrer pendant une journée. Comme avec Djamana là. Bon, c'est pas de notre histoire là. Nous, on n'est pas bien placés, bien sûr, mais les maîtres peuvent l'écrire. Parce que les problèmes que nous avons aujourd'hui, vous savez que le chef terroriste aujourd'hui, Iyad, il a fait le Kolagao. C'est pendant ces années de sécheresse que leur génération a émigré à l'extérieur. Nous aussi, nous sommes partis au Niger, Côte d'Ivoire, Abidjan. Celui chez qui tu vas, il a ses propres objectifs. D'autres, on les a entraînés à faire la guerre. Et on leur donnait à manger. La suite, c'est le terrorisme que nous vivons aujourd'hui. Je reviendrai sur ça pour vous dire que l'exode, l'immigration, c'est un problème éminemment politique duquel le gouvernement doit s'occuper comme de la prunelle de ses yeux. Et c'est pourquoi il est impératif d'intégrer la dimension immigration et changement climatique dans les stratégies et politiques sectorielles de développement au niveau national et local, en mettant l'accent sur la résilience des populations et du cheptel, la restauration des terres dégradées, la création d'emplois verts et la sauvegarde d'eau et des écosystèmes. Du haut de cette tribune, je lance un appel solennel aux pays industrialisés, qui sont les plus grands pollueurs de la planète, à tenir leurs engagements successifs annoncés au fil des différentes COP, car il est établi que l'une des causes fondamentales du changement climatique qui met en péril l'existence de la planète est l'émission de gaz à effet de serre. Mesdames et messieurs, malgré les avantages incontournables qu'elle représente, la migration doit être régulée afin qu'elle ne devienne pas la règle et que son caractère disproportionné ne débouche sur une rupture des équilibres dans les pays de départ et les pays d'accueil. C'est pourquoi tous les acteurs doivent ensemble œuvrer afin d'agir sur les causes profondes de la migration. Il faut plus de justice sociale, plus de solidarité internationale. Mieux, il faut davantage d'investissement dans le capital humain et dans les secteurs économiques porteurs de croissance et créateurs de richesses et d'emplois afin d'éradiquer la pauvreté, la faim, les maladies sur la terre. Avec la volonté politique, cela est bien évidemment à la portée de l'humanité. Notre pays, de par sa situation, ses fortes traditions culturelles, sa géographie, est un pays de départ, de transit et de destination, qui se trouve être au cœur des enjeux migratoires sud-sud, sud-nord. Et c'est pourquoi notre pays a ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et membres de leurs familles depuis le 5 juin 2003. Nous sommes déterminés à continuer à œuvrer au sein des instances africaines et internationales pour que les questions migratoires bénéficient du traitement à la hauteur des enjeux politiques, économiques et sociaux qui en résultent, car nous sommes convaincus que la migration est l'une des opportunités, est plus une opportunité qu'un danger pour l'humanité. Les États ont un rôle fondamental à jouer dans la gouvernance migratoire. C'est ainsi que le gouvernement du Mali a non seulement engagé des réformes institutionnelles, mais également adopté d'importants documents de politique et de stratégie comme réponse
aux enjeux migratoires. La définition de la vision du Mali sur la gouvernance migratoire a débouché à l'adoption en septembre 2014 de la politique nationale de la migration. Une décennie après, je me réjouis de la décision du ministre des Mali établi à l'extérieur de l'intégration africaine, qui a initié le processus de révision de la politique nationale de migration et son plan d'action, afin de l'adapter aux nouvelles réalités urgentes de la migration. Ce processus de révision de la politique nationale de la migration impliquera l'ensemble des parties prenantes en vue de renforcer les acquis et convenir des initiatives concrètes à réaliser pour faire face aux défis identifiés. Le gouvernement est résolument engagé à soutenir ce processus de révision de la politique nationale de migration qui a fait de notre pays un cas d'école sur les enjeux migratoires sud-sud et sud-nord. La mise en œuvre de cette politique a permis, entre autres, de renforcer la protection des migrants, de mobiliser la diaspora pour le développement national, d'améliorer l'état des connaissances sur le phénomène migratoire et de favoriser le dialogue avec les Maliens établis à l'extérieur et les partenaires techniques et financiers. En outre, l'organisation des États généraux de la migration et du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur en août de cette année atteste l'engagement du gouvernement à faire de la diaspora un levier stratégique pour le développement de notre pays. Il ne pouvait en être autrement avec une diaspora importante en termes numériques, dynamique et pleinement engagée dans la vie de la nation. Sa contribution est estimée à environ 7% du produit intérieur brut. S'y ajoute la contribution de la diaspora intellectuelle dans le cadre du renforcement des capacités des structures nationales. Mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais rassurer l'ensemble des acteurs que les recommandations issues des États généraux de la migration et du cadre de concertation des Maliens établis à l'extérieur font l'objet de la plus haute attention de la part du gouvernement, conformément aux orientations du chef de l'État. Le gouvernement, après avoir consacré un conseil de cabinet extraordinaire aux conclusions de cette rencontre quelques semaines après la tenue des États généraux, s'attelle au suivi de la mise en œuvre de ces recommandations et ne ménagera aucun effort dans ce sens. Mesdames et messieurs, j'ai déjà adressé mes vifs remerciements à Madame le gouverneur. Je voudrais ici saluer, à la suite des ministres, des militaires, les administrateurs civils. Vous savez, la grande insécurité au Mali a commencé le 28 juin 1990. Ce jour-là, la première victime, c'est un chef d'arrondissement. Donc, c'est un administrateur civil. Son épouse enceinte, les gardes. Et c'est pour cela que je voudrais, au même titre que les militaires, dire aux administrateurs civils, parce que les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets qui ne sont pas militaires sont dans les zones d'insécurité. Souvent, ils symbolisent l'État. Et c'est à eux qu'on s'attaque souvent. Pour les supprimer comme ça. Les administrateurs civils. Je voudrais saluer la mémoire de tous ces hommes au service de l'État qui ont perdu leur vie. Je voudrais saluer les populations du Kénédougou. Je l'ai déjà fait au nom du président de la transition, du président du Conseil national de transition, qui, comme je vous l'ai dit, sont très attentifs. Et je suis sûr qu'en retournant d'ici, dès lundi, ce que j'ai retenu de cette rencontre, comme point important, vont être demandés par le président de la transition. Et je vais commencer par dire
qu'aujourd'hui, tous les Maliens disent, notre hymne national dit, Saya Kafsani Maloye. C'est un des hommes de notre histoire. Ce mot d'ordre, cette phrase, c'est Sikasso ici, face à la résistance à la pénétration coloniale. Vous savez, les notables de Sikasso, je les ai rencontrés ce matin. Ils ont posé une série de doléances dont le gouvernement s'occupe déjà, notamment la question de l'université. J'ai demandé au gouverneur où est-ce que nous en sommes avec ça, compte tenu de la fluidité des informations entre elle et son ministre et naturellement le gouvernement. Elle m'a dit que une rencontre est prévue le mardi 26-12 décembre 2023. C'est une rencontre informelle selon le point focal, le professeur Badje Djourté, que l'université doit commencer en janvier 2024. C'est ça notre intention. Par certaines filières, par le tout, il y aura les civils agro-silvo-pastoral, si tout va bien. Donc, il y a des efforts. On ne peut pas tout faire ensemble, mais la volonté existe. Je voudrais donc donner ces informations aux populations du Kénédou. Et le gouverneur, que je sais très pointu sur le suivi des dossiers, ne ménagera aucun effort pour qu'à travers son ministre, le gouvernement soit bousculé. Parce que vous savez qu'au Mali, souvent, on fait des bons textes, des bonnes décisions. Ce qui nous manque, c'est l'application. Certains d'ailleurs viennent prendre nos textes, ils vont les reproduire. Après, nous, on va étudier chez eux comment on applique. Les Maliens font les bons textes, mais les autres appliquent. Après, on va faire les élèves chez eux. Je voudrais donc dire aux populations ici que tout sera fait pour aboutir à ce que vous souhaitez. Vous savez, aujourd'hui, tous les Maliens sont très fiers de notre armée, de son retour à Kidal. Je disais qu'hier ou avant-hier, ils sont rentrés à Guelhok. Donc la question de défense est en voie de résolution. Il y a des principes qui sont chers à tout dirigeant conscient. Notre président nous l'a enseigné. C'est la politique des 3D, la défense, la diplomatie, le développement. Je ne sais pas pour quelle raison, le jour où j'ai dit ça, certains se sont levés sur les réseaux pour dire que le Premier ministre à Djangana, avec Aboli, il est en train de nous abandonner en plein vol sans donner de parachute. Bon, je leur ai rappelé que d'abord, je n'ai abandonné personne, mais ceux qui auront mal compris, on leur donnera des parachutes. Donc, personne ne sera blessé. Notre armée est rentrée. L'armée a fait 75% du travail des Maliens, mais elle a fait 100% de son travail. Ce qui reste aujourd'hui, c'est expliquer aux Maliens qu'est-ce qu'on fait. Et aujourd'hui, tout le monde est géopoliticien. Tellement on explique que tout le monde comprend. Tous les détails que je suis en train de vous donner là, vous croyez que c'est pour apprendre à certains, mais c'est pour que d'autres écoutent comme ma vieille sœur qui est au village, pour que notre population soit sensibilisée. Parce que les adversaires du Mali n'ont pas peur des dirigeants. Ils ont peur des peuples. Les dirigeants, c'est qu'à Bagabaga, ils peuvent même l'éliminer. Mais ils peuvent le corrompre. Ils peuvent lui faire du chantage. Mais quand c'est les peuples, ni Kelentaro Dobenam. Donc notre travail, c'est de faire en sorte que la population malienne n'accepte plus jamais de se soumettre à la volonté de quelqu'un, quels que soient les motifs. Et donc, c'est pour que les explications soient données. À l'extérieur, notre ministre des Affaires étrangères, sous les instructions du chef de l'État,
fait son travail. Le ministre de la Communication fait son travail. Chaque ministre dans son domaine fait son travail. Le Premier ministre, bon, il fait un peu le coordinateur, mais les membres du gouvernement font chacun leur travail. Donc, défense, l'armée l'a fait. Diplomatie et information se fait. Maintenant, c'est le développement. L'armée gagne la guerre, mais le peuple doit gagner la paix. Si le peuple ne gagne pas la paix, on aura trahi notre armée. Que Dieu nous en garde. Parce que notre armée a fait son boulot. Il y a quelques années, très peu de Maliens pensaient que l'État peut retourner à Kidal. Vous avez parlé même de la crise ivoirienne. Je me rappelle en 2003, 2002, dans le gouvernement de Ateti, j'étais là. Il nous a dit, tout Ivoirien qui vient sur le territoire malien ne doit pas perdre l'année scolaire. Donnez cette instruction aux écoles publiques et aux privés. Aucun Ivoirien ne doit perdre l'année scolaire au motif qu'il y a la crise chez eux. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays frère. Les dirigeants passent, les peuples restent. C'est pour cela que je voudrais inviter à la réflexion un certain nombre de détenteurs du pouvoir, de ce qui les lie au Mali, ce qui lie le Mali à tout le monde. Le Mali ne s'ingère pas dans les affaires d'autrui, mais nous ne voulons pas qu'on s'ingère dans nos affaires. Laissez-nous en paix. Les peuples sont amis. Les dirigeants vont passer. Ne laissons pas de mauvaises traces. Faisons tout pendant cette période pour que l'unité entre nos peuples soit renforcée. Les autorités du Mali ont cette ardente obligation. Je voudrais que ça soit réciproque. Concernant Kidal, maintenant Aguelok, vous savez, comme je l'ai dit, quand une case brûle, on ne cherche pas à savoir qui a mis le feu. On cherche à éteindre le feu. On nous a amené à un point où beaucoup de Maliens ne croyaient plus au fait que le Mali peut reprendre Kidal et l'ensemble de son territoire. L'armée nous a démontré que ça peut être fait. Maintenant, ça c'est l'armée qui a gagné la guerre, mais l'appel ne peut pas se faire gagner par une couche. Il faut tous les Maliens. Quand la case brûlait là, on n'avait pas le temps de savoir est-ce qu'on ira à Kidal ou non. Ceux qui croient qu'on va à Kidal, on était avec eux. Maintenant qu'on y est rentré, pour faire la paix, il faut ouvrir les bras à tout le monde. Il faut faire l'union sacrée des Maliens. Parce que le développement ne pourra pas se faire sans avoir tous les Maliens autour des autorités de la transition. La case a brûlé. On a éteint le feu. Maintenant, pour la reconstruire, il faut appeler tout le monde. Et c'est pour cela que je cesse de dire depuis quelques jours que maintenant que nous avons pris l'intégrité de nos territoires, nous devons ouvrir les bras à tous les Maliens. Parce qu'il y a certains qui n'y croyaient pas, ce n'est pas leur faute. Si vous prenez un militant de base qui est à Gao, qui a voté pour un parti, mais lui défend son parti. Mais le dirigeant qui est en haut, qui empêchait même sous la pression des autres, d'acheter des simples lunettes à vision nocturne. Est-ce que vous savez que le Mali ne peut même pas acheter ça? Des simples lunettes à vision nocturne. Ne parlons pas des hélicoptères, des avions de combat. On sort l'argent du trésor. Mais la volonté, c'est qu'il ne faut pas qu'il y en ait. Donc, des gens s'entendent pour que ça n'arrive pas. Et le militant de base de ce parti-là, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Il n'a rien à voir là-dedans. Celui qui a fait ça, il l'a fait pour son propre compte. Quand vous sortez l'argent de 6 hélicoptères, il y a des individus qui prennent les 4 pour eux-mêmes. Les 2 autres, on vous vend des vieux hélicoptères qu'on a repeints. On vous les vend au prix du neuf.
Bon, on vous a vendu dans un emballage une mauvaise marchandise. Mais le groupe des gens qui font ça là, mais ce n'est pas pour les Maliens. À supposer même que cette personne-là soit un responsable politique. Mais ces gens qui ont voté pour lui à la base ne sont pas au courant. Il l'a fait pour lui-même. Et ceux qui ont fait ça, l'État va leur demander des comptes. Et c'est pour cela que le président me dit, si nous échouons dans la lutte contre la corruption, la transition aura failli à son devoir. Mais les restes des Maliens qui militent dans différents partis, quelle est leur part de responsabilité dans ça? Mais ils n'étaient au courant de rien. Ils vivaient de l'information qu'on leur donnait. Un homme bien informé, c'est lui qui décide. Ce qui n'est pas connu dans le monde de maintenant, là, ça n'existe pas. C'est avant Kouba, à Mati Yerofo. Moi, j'ai dit à un ancien président là, mais vous là, vous faites vos réalisations, vous n'en parlez pas. Maintenant, les gens disent que vous n'avez rien fait. Comme Mati Yerofo. J'ai dit, on connaît un Yerofo. Parce que ni Yeremi Yerofo. Moi, je suis un faux, je me dis tardon. Ni je me dis tardon. Mais c'est un problème. Nous avons décidé de tout dire aux Maliens. Pourquoi femmes? Donc ces pauvres Maliens qui militaient dans différents partis, mais quelle est leur responsabilité dans la déliquescence du pays? Et ils ont voté, c'est tout leur rôle. Donc maintenant qu'on a pris Kida la Glok, il faut changer de paradigme. Avant la case brûlait, on partait avec ceux qui voulaient éteindre le feu. Maintenant que le feu est éteint là, il faut reconstruire le pays. Et la reconstruction du pays ne peut pas se faire par un groupe. Elle doit se faire par tout le monde. Et c'est pourquoi j'ai dit que quelle que soit l'orientation politique, l'appartenance politique des citoyens maliens, tous ceux qui acceptent les conditions de la transition, l'intégrité territoriale, la lutte contre la délinquance financière et l'impunité, la gestion du pays normal. Vous savez qu'on a inscrit dans la Constitution, maintenant à l'article 34, c'est les obligations auxquelles doit être soumis tout détenteur des pouvoirs publics. La souveraineté du Mali, les choix de ses partenaires et les choix et la défense de ses intérêts. Avant, on disait que c'est le premier et le président, mais maintenant là, c'est dans la Constitution, donc c'est pour tous les Maliens. La deuxième chose qu'on a inscrite à l'article 35, c'est que plus personne ne va, parce que tu détiens le pouvoir, utiliser ça pour exproprier des pauvres, et retirer les têtes des gens, changer l'objet et vendre à des riches. Ça, c'est terminé. Celui qui détient le pouvoir, toi, ta femme, tes enfants, tes proches, vous n'avez plus le droit de faire ce que vous voulez. Parce que vous avez le pouvoir. Mais c'est parce qu'on tire les leçons du passé. Ce n'est pas parce qu'on est contre quelqu'un. Parce que si on veut que ça change, la majorité des Maliens est d'accord. Quel Malien va accepter qu'on enterre les militaires dans des fosses communes parce qu'on ne peut pas acheter des vecteurs aériens, alors que tous les députés ont voté à l'Assemblée nationale, même l'opposition? Quel Malien va accepter ça? S'il n'est pas au courant. Donc c'est lui qui empêche ça, il le fait pour son compte, il ne le fait pas pour son parti, ni pour son mouvement, il le fait pour son compte. Donc je voudrais lancer un appel à tous les Maliens, quels que soient les bords auxquels ils ont appartenu, de faire l'union sacrée pour faire avancer le Mali. Autour du président de la transition, du président du Conseil national de transition et son équipe, le Conseil national, et du gouvernement qui travaille sous l'autorité du président. Après un moment, d'autres vont venir. On va leur applaudir. Ceux qui ne comprendraient là vont croire que c'est à cause d'eux. Mais ceux qui comprennent là, moi je vais travailler, je fais mon temps, je pars. Si le pays est dirigé comme ça, dans quelques générations, je vous assure que, au lieu qu'on cherche des visas pour aller mourir ailleurs,
c'est d'autres qui vont chercher des visas pour venir au Mali. Vous savez, je termine par le fait que, après cette crise-là, nous devons tirer les leçons. Notre pays ne doit plus être l'État vassal d'un pays. Nous n'en voulons plus et nous n'accepterons plus. Tous les donneurs de leçons, qu'ils soient en Afrique ou ailleurs, je les invite à garder leurs leçons pour eux-mêmes. Au Mali, nous avons une longue histoire. J'ai dit au Sanogo hier qu'au temps de l'empire du Ghana, pour détruire cet empire, il y a ce qu'on appelait les Almoravides qui ont détruit l'empire du Ghana. Aujourd'hui, ils s'appellent les El Mourabitoun. El Mouravid et El Mourabitoun à Bekele. Comme disent les Dogons Koroboro là. Ganji Boro Koroboro Ka Be Borokele. Donc, El Mourabitoun, les Almoravides à Bekele, ils sont venus vouloir introduire l'islam par la violence. Notre peuple a subi. Il a plié, mais il n'a pas rompu. Et aujourd'hui, ce que je voudrais dire aux uns et aux autres, qu'au moment où notre pays est en train de redresser la tête, je lance un appel à tous les Maliens, de quelque bord qu'ils soient, donnez-vous la main. Donnons-nous la main pour faire avancer notre pays. L'islam est venu ici de façon violente sous l'empire du Ghana. Mais la majorité de la deuxième vague, ce n'est pas le commerce et les affaires. J'ai dit, un grand érudit de Sikasso hier, que dans l'histoire, les grands musulmans sur l'actuel territoire du Mali, parmi les noms de famille, il y avait ce qu'on appelle les Saganogo. L'eau de Kera Sanogoye. Est-ce qu'un éliminé va aller aujourd'hui dans un pays et venir dire qu'il leur apprend l'islam? Pas du tout. Nous avons été islamisés depuis plus de 1000 ans. Personne ne peut venir nous dire qu'il veut nous apprendre l'islam. À deuxième chose, tous les pays amis, je mets tout le monde devant ses responsabilités. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Nous ne voulons plus être un État vassal d'un autre pays. Nous voulons être un État partenaire. Celui qui veut nous vassaliser, il se trompe de dirigeants, il se trompe de peuple, il se trompe d'époque. Pour le reste, nous tendons la main à tout le monde. Même nos frères qui, pour diverses raisons, sont en train de se faire trimballer dans les missions diplomatiques, dans les services secrets de certains pays, devant des présidents de certains pays, je leur tends la main. Regagnez le Mali. Vous n'avez pas un autre pays. Tout ceci vous utilise juste dans leur agenda diplomatique. Quand ils n'auront pas besoin de vous, ils vont vous jeter comme du citron. Ils vous utilisent pour faire la pression sur nous. Personne, sauf Dieu et le peuple, ne nous fera rompre. Quand c'est dur, on va plier. Mais le Mali ne rompra jamais devant un pays. Que nos amis nous respectent. Nous aussi, nous allons les respecter. Celui qui s'aventure à vouloir nous porter du tort gratuitement, nous sommes un pays musulman. Dieu va trancher entre lui et notre peuple. Et d'ailleurs, tous les dirigeants, tous africains, non africains, qui se sont mêlés dans les affaires du Mali, ils l'ont payé cher. Je ne veux pas citer pour ne pas créer des incidents diplomatiques, mais Naouyaye a bêté Hérosoro. Donc laissez-nous en paix. Notre peuple cherche la paix, mais nous avons une poigne en acier dans du velours. Il y a bien cadé. Ni binanka, ni yisorede anyi.
nous sommes un peuple uni. Ce n'est pas par hasard qu'à Sikasso, aujourd'hui, le ministre des Mali est établi à l'extérieur pour nous convaincre qu'il est Sikassois. Bon, c'est moi qui le chahute comme ça. Je sais que notre grande immigration, c'est en Côte d'Ivoire. Sikasso est proche de la Côte d'Ivoire. Tenir la réunion sur l'immigration ici, c'est très symbolique. Mais j'ai dit ça simplement parce qu'il est de Kidal, il a fait le lycée ici. Et quand j'étais dans le vestibule ce matin, vous savez ce qu'on m'a dit? C'est lui, il est dans la région de Gao, d'ailleurs il n'est pas de Kidal, hein. Et le ministre de la Sécurité alimentaire, qui est aussi de Kidal, c'est eux qui ont construit et allumé le vestibule des doyens de Saganogo et autres, Berthe, tous les doyens de Sikasso. Est-ce que vous voyez? 2 citoyens du Nord qui sont dans le gouvernement, ils ont utilisé sans instruction particulière les pouvoirs qu'ils ont pour rendre un peu plus heureux les notables de la région de Sikasso. C'est ça la force du Mali. J'ai rappelé à certains, au XVe siècle, quand des pays ont voulu envahir le Mali, c'est un contingent de militaires Touaregs. Ouyou, Bunte, ils les ont poursuivis jusqu'à Fès. Après, ils sont revenus. C'était uniquement des Touaregs. Notre peuple a une vieille histoire. Nous pouvons nous tromper en cours de route. Aujourd'hui, on a la chance de nous reprendre en main. Notre nation a existé avant le colonialisme. Les autres, c'est les colons qui les ont constitués. Nous, nous avons existé avant. Et c'est pour cela qu'on ne se laisse pas emporter par l'émotion. Tous les fils du Mali, ils n'ont qu'à revenir, on se parle. Je vous dis qu'en 1958, si les Touaregs voulaient diviser le Mali, les Français leur ont demandé, on veut créer un État. C'est un Touareg. Le grand-père de Al-Gaba, c'est Intala. Attaher Agili. Lui, Al-Gaba, c'est Intala Attaher. Attaher Agili. Il a dit aux Blancs, vous nous avez colonisés ensemble, laissez-nous ensemble. Notre avenir, c'est au sud. Nos oueds coulent vers le sud. C'est 9 chefs de grandes tribus, Sonra, Peul, Arabes, Touareg. C'est lui qu'ils ont pris comme porte-parole. Ce jour-là, s'il avait dit de diviser le Mali, c'est ce que le colonisateur voulait, mais il a refusé. Je vous dis tout ça pour que les Maliens comprennent. Nous n'avons pas de leçons à apprendre. Nous sommes un grand peuple qui a une grande histoire et qui est aujourd'hui à la croisée des chemins. Et enfin, mesdames et messieurs, je voudrais exprimer à tous nos partenaires la disponibilité du gouvernement à traiter les questions migratoires dans un esprit de partenariat et de co-responsabilité, en ayant en permanence à l'esprit la primauté des droits des migrants, la lutte contre les réseaux de trafic et de traite des migrants et la création des conditions d'une prospérité partagée. Mesdames et messieurs, j'ai pris beaucoup de votre temps parce qu'il y a beaucoup de commentaires que j'ai faits ici. Je crois que les techniciens, ce n'était pas leur travail. Leur texte va être complété, bien sûr. Et les commentaires ont pris la moitié du temps, mais ils sont utiles. Parce que notre rôle, c'est de vous faire comprendre. C'est de faire comprendre à notre peuple. Nous avons des bons techniciens, nous avons des bons militaires, nous avons des bons administrateurs civils. Nous avons besoin d'une bonne direction. Et cette direction, comme on dit, il n'y a pas de bon vent pour qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Nous, je vais vous montrer surtout d'où est-ce qu'on est venu et où est-ce que nous sommes. Là où on va, là, faites confiance au président. Et si vous comprenez, si on fait des erreurs, que Dieu nous donne le courage
de nous ressaisir. Mais la détermination, elle est sans faille. Je voudrais donc vous remercier pour votre attention, pour votre